Merci beaucoup. Avant de réévoquer la question des indicateurs, Maître, est-ce que vous pourriez nous dire comment doit-on entendre dans la jurisprudence la notion de prix abusivement bas? Alors on a bien compris sur la question du faire pratiquer qui a fait débat lors de, devant le tribunal de commerce, mais le prix abusivement bas, est-ce qu'on doit l'entendre dans le droit comme le fait d'acheter en dessous des coûts de revient? Alors, vous parlez du manière générale. Alors, le pré-abusement bas n'a pas une définition fixe en droit, puisque il apparaît aussi dans un autre article du Code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles. Et là, vous avez aussi une définition qui explique comment interpréter cette notion de pré-abusivement bas dans le cadre d'une pratique anticoncurrentielle, qui n'est pas le cas de notre dossier. Donc, en fait, en fonction de l'article applicable, la notion de pré-abusivement bas ne sera pas le même. Ce qui n'est pas surprenant, parce qu'en matière anticoncurrentielle, je crois qu'il y a beaucoup de critères listés, puisque l'objectif, c'est d'assurer l'équilibre du marché. Les pratiques anticoncurrentielles, c'est vraiment l'équilibre du marché de tous les opérateurs, alors que les pratiques restrictives de concurrence, qui est notre dossier, on a un pré-abusivement bas, c'est protéger les opérateurs de manière individuelle. Donc il n'y a pas une définition de pré-abusivement bas en droit, je pourrais répondre comme ça. Ça va être du cas par cas, et on a deux articles, peut-être qu'il y en a d'autres que j'ignore, mais à mon avis, il n'y en a que deux, qui parlent de pré-abusivement bas, mais ils n'auront pas la même définition ni la même appréciation. Votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, dans le cas de la loi Egalim, d'un agriculteur qui est dans sa relation avec son premier acheteur, cette interprétation du tribunal de commerce, qui encore une fois n'est pas définitive, mais elle ne vous surprend pas dans le fait où lui-même considère que le prix abusivement bas, c'est en dessous d'un indicateur. Alors ça reste à définir, mais c'est à partir du moment où on est en dessous du coût du coût de production. Nous, c'est ce que nous soutenons. Ce n'est pas pour l'instant exactement ce qu'a dit le tribunal de commerce. Il a dit, à défaut de prouver le coût de production, le pré-abusivement bas, on le fixe au prix du marché. Pour l'instant, on en est là, après cette première instance, qui laisse la porte ouverte, évidemment, à défaut. Puisqu'on pourrait maintenant se poser la question d'un autre agriculteur qui arrive devant le même tribunal de commerce de Bordeaux et qui arriverait à démontrer ses coûts de production. Et si le tribunal disait oui, vos coûts de production sont à 1 300 €, quelle serait son interprétation? Là, finalement, ce serait une autre jurisprudence pour préciser celle-ci. Mais cette question, puisque tous les négociants ont fait appel, on se la reposera en appel. Puisque en plus, il y a eu appel sur cette condamnation. Nous allons former appel incident par rapport à l'écart de nos coûts de production, et nous aurons de nouveau l'occasion de prouver, et j'espère que cette fois, la Cour d'appel retiendra le fait que nous avons bien démontré nos coûts de production. Donc la question, elle va se reposer dans ce cadre de cette procédure, et nous ne manquerons pas aussi de préciser et d'attirer l'attention de la Cour d'appel sur l'importance de la décomposition de son raisonnement pour que cette jurisprudence soit la plus claire pour tout le monde. Puisque quand c'est la première décision à statuer, l'idéal, ce serait vraiment que cette décision soit vraiment comme une explication de la loi en disant c'est les coûts de production à défaut le prix du marché, faire pratiquer, qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose de très carré qui permettrait d'interpréter la loi. C'est quand même la fonction aussi des juridictions, puisque les lois ne peuvent jamais être parfaitement claires. Et l'interprétation et le rôle des juridictions, c'est aussi de préciser la loi pour qu'elle soit plus claire pour les justiciables. Donc nous, on ne manquerons pas de le faire valoir en cour d'appel, parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, cette décision, elle dépasse largement le cadre de ce dossier, même le cadre du vin, puisqu'elle est parfaitement applicable à tous les agriculteurs français, puisque le L442-7, c'est tous les produits agricoles ou toutes les denrées alimentaires. Et d'ailleurs, c'est un article, tout à l'heure, vous avez dit très peu connu des interprofessions. C'est vrai que on a entendu beaucoup de débats sur comment protéger les agriculteurs dans les médias, et à chaque fois, c'est encadrer les négociations. Et nous, ce qui nous a surpris, c'est, mais au-delà d'encadrer les négociations, il y a cet article fondamental qui existe déjà, qui interdit d'acheter en dessous d'un certain prix. Et pourtant, on a l'impression que cet article est inexistant dans beaucoup de débats, dans beaucoup
d'autres achats. On n'en parle jamais, on parle que de l'encadrement des contrats sur 3 ans, alors qu'il y a cette disposition qui est bien plus forte. Parce que vous pouvez encadrer les négociations et vous pouvez même faire en sorte que les négociations se déroulent de manière équilibrée. Ça n'empêchera pas à un acheteur, s'il le souhaite, d'acheter en dessous de ses coûts de production. Et c'est là la limite qui va bien plus loin que les négociations, c'est dire il y a un prix en dessous duquel, quand bien même vous négociez très bien, loyalement, vous ne pouvez pas aller en dessous d'un certain prix, qui est le prix en dessous duquel l'agriculteur ne se rémunère pas. Donc c'est pourtant un article qui devrait être plus mis en avant que les articles qui encadrent les négociations. Et pourtant, il ne l'est pas de manière très surprenante, ou non, puisqu'évidemment, ce n'est l'intérêt que des agriculteurs. Merci beaucoup. Et j'ai presque envie de rajouter, c'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque, que les dispositions des lois Egalim 2 et 3 qui ont suivi, dans une logique qui n'était pas la logique initiale de la loi Egalim, c'est-à-dire la construction du prix en avant, étaient plutôt des dispositions constatant, bon, ça c'est pas un jugement parce que c'est partagé par tout le monde, mais constatant que la loi Egalim 1 ne suffisait pas, il y a eu des dispositions qui ont été rajoutées, enfin une disposition qui a été rajoutée dans la loi Egalim 2, c'est sur la non-négociabilité de la matière première agricole, qui est plutôt une disposition de ruissellement par le bas avec les limites quand même de ces dispositions, et la disposition de l'ISRP plus 10, qui est aussi une disposition qui consiste à baser, comment dire, ou à compter sur le ruissellement par le bas, qui aujourd'hui, dont l'efficacité n'est pas prouvée. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on ne s'appuie pas plus sur cette disposition qui existait dans la loi Egalim 1, qui en fait règle le problème. Sur la question qui est assez fondamentale aussi de cet avis de l'autorité de la concurrence, qui alertait dès le départ sur le fait qu'effectivement, c'était compliqué pour un producteur de mettre au tribunal de commerce un de ses clients, ce que vous avez pu faire, Monsieur Lacombe, dans la mesure où vous avez pris votre retraite, donc les choses sont un peu plus simples. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité, alors évidemment pour l'État de faire des contrôles, c'était la question du président, mais c'est une question que j'ai eu l'occasion de poser par écrit au ministre de l'économie pour qu'il nous renseigne sur l'état des contrôles qui ont été réalisés depuis la mise en place de cette disposition, et puis que nous aurons l'occasion de poser à la DGCCRF qui sera auditionnée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où la DGCCRF peut quand même faire en sorte que cette disposition soit appliquée? Est-ce que l'État n'a pas la possibilité à un moment ou à un autre de lui-même mettre devant le tribunal de commerce un opérateur lorsqu'il constate ou lorsque lui vient à sa connaissance que des dispositions de la loi ne sont pas appliquées? Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution aussi à trouver sur peut-être le signalement de manière anonyme d'un producteur agricole auprès du médiateur ou d'autres pour que des contrôles, voire des actions en justice soient faites sans que l'opérateur sans que le producteur ne soit impliqué? Comment vous voyez un peu ces solutions qui permettraient de mettre en application cette loi autrement que par le fait que le producteur s'expose vis-à-vis de ses clients? Ces dispositions et ces possibilités existent déjà. De toute manière, c'est pour moi le grand thème de cet article de loi et de la loi Egalim, c'est que finalement, des très bonnes dispositions existent déjà. Évidemment, elles pourraient être améliorées, comme de nombreux textes pourraient être encore un peu plus précis, mais tout existe déjà. C'est simplement le problème, c'est que ce n'est jamais appliqué. Et il y a une double possibilité de sanctions et de contrôle par l'État, des sanctions administratives de la DGCCRF de mémoire pour le non-respect de la première proposition faite par l'agriculteur, et également une possibilité de sanction par le ministre de l'économie qui peut engager une action en sanction des acheteurs qui font pratiquer un prix abusivement bas. Il y a une double capacité d'action pour sanctionner tant l'absence de première proposition que le prix abusivement bas. Donc en fait, ça existe déjà. Et vous avez posé tout à l'heure la question des contrôles qui ont été mis en œuvre. À notre avis, alors là c'est juste un avis, ils ont été inexistants en matière de vin. Parce que le non-respect de la première proposition, c'est indiscutable. C'est-à-dire que le prix abusivement bas, on peut en débattre sur l'interprétation. Mais la notion de première proposition, la loi dit que cette proposition doit être écrite, contenir certaines mentions, être annexée au contrat final, et un article précise, qui est rarissime, toutes ces dispositions sont d'ordre public. Donc les parties ne peuvent même pas y déroger. Et il y a ensuite des sanctions applicables
que pourrait prononcer la DGCCRF contre les opérateurs qui ne respectent pas cette obligation de laisser le producteur faire une première proposition. Demain, on aura un contrôle sur les 5 dernières années d'achat de vin en vrac à Bordeaux. Je me demande, est-ce qu'on va trouver 1 ou 2 contrats qui ont respecté cette obligation, qui est extrêmement forte, annexée, écrite. Il y aurait des contrôles, les conséquences financières seraient très élevées, parce qu'à mon avis, il y a eu un manquement pendant des années à cette loi, qui était pourtant, là, très clair. Donc, il y a déjà ces possibilités de contrôle, et simplement, ils n'ont pas été mis en œuvre. Ce qui a été mis en œuvre à la propriété, c'est deux phénomènes. Le premier, qui est aux yeux de tout le monde, quand ils ont lu les conclusions de mon avocat, ils ont fait rajouter une croix dans les contrats pour préciser que ce contrat a lieu après une première proposition de prix, et juste après avoir lu les conclusions de Maître Lacan, fin 2023. Et l'autre chose, c'est que quand nous avons gagné ce procès, il y a eu une course automobile de courtiers pour aller faire signer. Alors là, j'ai pas le papier, et je n'ai pas la preuve. Mais c'est connu, il y a une course automobile pour aller faire signer un producteur, comme quoi ils ne poursuivraient pas leurs négociants pour achat à prix abusivement bas. Ce qui en soi démontre qu'ils comptent bien continuer d'acheter à prix abusivement bas. Ce document, je ne l'ai pas vu. Les nouveaux contrats avec une croix, ils sont de notoriété publique et ils sont appliqués partout.